Bonjour Sophie, bonjour Dominique. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, surtout que nous avons un sujet plus qu'intéressant. Nous allons parler d'une notion un peu complexe pour moi qui est l'audias et comment on pourrait définir l'audias simplement en fait. Au jazz, on peut en parler en comparaison avec prana, dont on a déjà un petit peu parlé, et agni. Prana, on sait que c'est l'essence de vata, et agni, ou qu'on appelle tejas aussi des fois, c'est l'essence de pitta. Et ojas, c'est l'essence de kapha. C'est ce qui est le niveau le plus subtil de kapha. Ça, c'est une façon de le définir. Pour nous aussi, c'est une question qui est assez complexe finalement. L'ojas, est-ce que c'est abstrait, est-ce que c'est concret? Et c'est bien quelque chose de concret, c'est bien une substance que peut fabriquer le système digestif humain, qui dans son état d'équilibre permettrait de transformer ce qu'on mange par opposition à l'ama, qui est une substance qui est collante, mal digérée, etc., il y aurait une substance qui est beaucoup plus subtile, qui est le résultat d'une digestion complète, qu'on appelle l'ojas, qui serait quelque chose. Enfin, moi, je mets au conditionnel parce que c'est pas quelque chose qui a été analysé, ou en tout cas pas que je sache d'une manière moderne avec la science moderne, mais c'est très bien décrit dans les textes anciens. Et on décrit ça comme une substance qui va apporter l'énergie, la lumière. On pourrait l'assimiler à une substance un peu laiteuse, un peu sucrée, plus légère que le lait, ou kapha, comme dit Dominique, et qui est quand même vraiment le résultat concret de la digestion. Est-ce qu'on peut dire que l'audias c'est la base de tous les tissus? Ça va être la base initiale de tout ce qui va donner les tissus ultérieurs. Parce qu'effectivement, quand on a vu Agni, on a vu en fait que les tissus se formaient de façon progressive sous l'effet d'Agni, qui est le feu transformateur et qui permet d'avoir des niveaux de plus en plus fins du tissu, de plus en plus raffinés de chaque tissu. Et le niveau le plus subtil du tissu, c'est déjà de l'ojas. Et plus on regarde en profondeur dans les tissus, en partant du tissu digestif, le plasma, le sang, les muscles, etc., plus on avance dans cette structure de formation des tissus, et plus l'ojas qui est produit est de plus en plus subtil. Et au dernier tissu, on obtient une substance extrêmement subtile qu'on situe pratiquement, on dit, entre le corps et la conscience. Comme un point de jonction entre le corps et la conscience. Qui pourrait être le terrain idéal pour la conception d'un enfant en fait, parce qu'on parle le tissu le plus subtil, on l'appelle en sanskrit, dans la science ayurvédique, shukra dhatu, qui sont les tissus endocriniens et en particulier les tissus comme l'utérus et les ovaires et les testicules, mais aussi vraiment les sécrétions qu'on produit comme les ovules et puis le liquide séminal. C'est une des composantes qui permet la conception d'un enfant. Est-ce qu'encore une fois, on peut dire qu'on a besoin des trois Vata, Pitta, Kapha, puisque Prana, c'était l'essence de Vata, donc le souffle le plus subtil, que Agni, c'était l'essence de Pitta, le feu, donc on avait besoin de Agni pour la transformation des aliments en un ojas de plus en plus raffiné, mais que donc on a aussi besoin de ce Prana pour souffler sur cette Agni pour ensuite pouvoir obtenir de l'ojas. C'est peut-être un peu simpliste ce que je sors, hein. Non, mais c'est très intéressant. C'est l'interaction systématique et permanente de tous les éléments. Et ça, c'est bien de rappeler ça, parce que souvent, on a tendance à parler d'un élément, c'est pour Ouais. la compréhension intellectuelle, mais en fait, il y a une interaction permanente. Et des fois, on voit par exemple que dans un système, si on prend par exemple le système digestif, mais il faut effectivement qu'il y ait prana, il faut qu'il y ait vata qui mettent en mouvement, qui, comme tu dis, souffler, j'aime bien l'idée de souffler, c'est-à-dire dynamiser le processus, parce que Agni tout seul ne crée pas le mouvement véritablement. C'est Vata qui va permettre ça. Et puis ensuite, une fois qu'Agni a fait son travail, les choses sont séparées, digérées, mais il faut bien reconstruire. Et ça, c'est Kapha qui le fait. Et donc, l'aspect de Jas est là, au niveau très très subtil, pour soutenir cette fonction de Kapha, pour restructurer. Encore une fois, on parle d'une question d'équilibre. Oui, exactement. On revient à cette notion fondamentale de l'Ayurveda, tout est une question d'équilibre. S'il y a une des variantes qui est beaucoup trop forte ou pas assez forte, c'est en état de déséquilibre et ça ne permettra pas d'aller jusqu'au bout du processus de transformation qui permet la production de cette ojas. Donc la production de cette ojas, elle va permettre la production des tissus, mais est-ce qu'elle ne sert qu'à ça? Où se situe l'ojas en fait? Dans les tissus? Ah Est-ce qu'il oui. est plus largement distribué dans le corps?
Où se situe au jazz? Bonne question. Il y a deux sortes d'au jazz, on pourrait dire. Il y a ce qu'on appelle para jazz. Dans les textes, c'est dit, il y a 8 gouttes d'eau jazz concentrées dans le cœur. On appelle ça para jazz. On pourrait dire le jazz, le niveau le plus subtil, vraiment très très proche de la conscience. C'est vraiment le tout début, l'émergence, la graine de la structuration de la matière. Cet eau jazz est très précieux parce que si cet eau jazz diminue trop, la vie peut s'arrêter. Et puis après, ben, il y a une tasse, alors c'est pour donner une dimension, hein, une tasse de jazz dans tout le reste du corps qui imprègne la totalité du corps. Et Donc le jazz est partout présent en fait. Dans totalement. un état d'équilibre, parce que dans un état de maladie, l'audience va avoir tendance à disparaître. C'est ce qu'on peut percevoir parfois juste subtilement quand on est en présence de quelqu'un qui est malade ou tout simplement le teint devient terne, alors que l'audience va donner un teint lumineux. Donc là, on peut dire que l'audience s'amenuise s'il y a une maladie et à l'inverse, si la personne a une physiologie qui fonctionne de manière subtile, et c'est là qu'on peut relier avec l'expérience de conscience aussi. C'est difficile de mettre le corps d'un côté, l'esprit de l'autre. En fait, tout est lié. Et est-ce que tout n'est pas lié par l'ojas, l'expérience du corps, du système digestif, de la substance concrète et l'expérience de la conscience qui permet de tout percevoir d'une manière subtile. Et là, ça devient difficile de dire est-ce que c'est grâce à l'ojas du corps qu'on peut avoir une belle expérience de conscience ou est-ce que c'est parce qu'on a une belle expérience de conscience qu'on va pouvoir produire de l'ojas qui va nourrir de la manière la plus efficace possible tous nos tissus. Dans les définitions, on a bien cette idée du cycle l'œuf et la poule. C'est-à-dire que à la fois on a l'impression que Ojas est produit et le résultat du processus digestif, de la digestion, et puis en même temps, Ojas est ce qui va permettre la formation des tissus, donc ce qui est à l'origine Ouais, des ce qui est à différents l'origine. tissus. Donc c'est vraiment c'est la subtilité en Ayurveda, cette compréhension qui n'est pas linéaire, c'est vraiment quelque chose de circulaire. Et suivant l'endroit où on regarde, on peut dire l'un ou on peut dire l'autre, il n'y a pas de contradiction. Hein, c'est vraiment un phénomène circulaire. C'est vraiment l'analogie de l'œuf et de la poule, qui est le premier. Comment on peut nous expliquer aux gens comment faire pour avoir un bon jazz? Ah oui. Pour moi, je vois toujours ça d'une manière assez simple, c'est avoir une certaine hygiène de vie. Là, on revient à cette notion d'équilibre au niveau du style de vie, du rythme de vie, des expériences sensorielles aussi. Pas trop stimuler les sens, pas trop les sous-stimuler. Peut-être passer un peu de temps sur sa routine quotidienne, prenant du temps pour méditer, pour faire du yoga ou des exercices respiratoires. Puis bien sûr, la qualité de l'alimentation va être aussi très importante. On a parlé déjà des schrotas, hein, c'est tous ces canaux de communication dans la physiologie. Si on mange de manière déséquilibrée, que le système digestif n'est pas très fort, qu'on produit de l'amas, on bouche en quelque sorte tous les canaux de communication à l'intérieur de notre corps. Et évidemment, dans cette situation-là, pour produire de l'ojas, ce sera plus compliqué. Donc, c'est une question d'équilibre global entre le physique, le mental, le côté émotionnel, l'éveil des sens. Et c'est dans cet état d'équilibre qu'on va produire le plus facilement de l'ojas. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que le jazz peut être fabriqué quand on est heureux, par exemple, ou quand on pratique des techniques de relaxation, par exemple, telles que la méditation transcendantale également? Tout à fait, ça va être justement une des sources, mais c'est pas si facile que ça de faire une belle expérience de conscience si on mange de manière totalement déséquilibrée, parce que très vite, on va se sentir lourd finalement, et pas seulement physiquement, mais aussi au niveau du mental, et ça peut influencer l'expérience de conscience. Pas forcément, parce qu'on peut imaginer que parfois la conscience va transcender, va aller au-delà et va permettre à une personne d'avoir une très belle expérience alors que le physique ne fonctionne pas si bien que ça. Et si on veut mettre toutes les chances de son côté, c'est quand même plus facile si on accompagne notre santé physique, psychique et émotionnelle. Il y a un point qui me revient quand Sophie parle d'alimentation. Je me souviens d'une liste qu'on retrouve dans les textes qui fait apparaître le lait, par exemple, comme un des éléments qui augmente au jazz. Le lait aux épices, par exemple, qu'on peut faire le soir, faire bouillir un petit peu de lait avec quelques épices comme la cardamome ou un petit peu de gingembre si on a un petit peu de mal à le digérer. Il y a aussi les soupes bien nourrissantes, une soupe avec des légumes et voilà, bien épicée, bien ammoniée, avec un petit peu de ghee dedans, de beurre clarifié. Et puis les amandes trempées. Et le riz basmati aussi amène beaucoup de jazz. Le beurre clarifié, le ghee sur les tartines ou dans les aliments. Il y a comme ça des aliments spécifiques. Le miel aussi peut être aussi un aliment en petite quantité parce qu'il nettoie l'amas.
Sophie parlait aussi à un moment donné de la régularité. Et c'est vrai que c'est un bon sommeil régulier, coucher tôt, lever tôt, amène aussi beaucoup de jazz, hein. Un bébé, par exemple, on n'a pas l'idée de le faire coucher tard, hein. Et pourtant, un bébé, ça rayonne le jazz, hein. Si on veut trouver un moyen pour dire comment on reconnaît, hein, le jazz, il suffit de regarder un bébé. C'est lumineux, comme disait Sophie tout à l'heure, c'est très lumineux. Ça rayonne, il y a de l'énergie, il y a de la vitalité. Ça, c'est vraiment au jazz, quoi. Si je reviens un peu sur la notion de lait, je me souviens que c'était une question qui s'était posée pendant des cours de formation de médecin. On cherchait quelle est la substance la plus proche de l'eau de jasse pour essayer de comprendre ce que c'est. Ce serait le lait qui s'en rapprocherait le plus. L'idée de ce genre de substance à la fois liquide mais onctueuse en même temps, douce, presque sucrée au goût. On aimerait pouvoir le Ouais, mesurer vrai. et on aimerait pouvoir le voir vraiment. C'est une question qu'on Ouais. se Il y a quelque chose de très proche de l'eau de jazz qui est décrit dans les textes, c'est soma. pose. Soma, on dit ojas somat makam, c'est-à-dire le soma, c'est l'âme, l'essence, d'où émerge l'ojas. On décrit le soma comme étant de couleur du miel, orangé, très doux, qui peut être expérimenté dans la gorge comme une coulée de quelque chose, alors qu'on n'est pas en train de saliver, qu'on a l'impression de fraîcheur et de couler comme ça. Et ça, c'est vraiment soma, ojas. Dans les textes, c'est très difficile de dire lequel est lequel, etc., etc. Mais il y a aussi cette idée que c'est présent partout, hein. Soma, ça relie tous les points de l'univers. Et au jazz, on en parle plus comme ça relie tous les points du corps, hein. Donc il y a vraiment quelque chose de très, très similaire entre les deux. Est-ce qu'on peut relier ça aussi à une bonne défense immunitaire? Puisque c'est présent dans tout l'organisme, le corps fonctionne bien, donc il n'y a pas de raison que la santé de défense contre ces bactéries, les virus, etc., ne fonctionne pas correctement non plus. Ça paraît effectivement logique. Le système immunitaire est directement lié à l'équilibre, hein. C'est quelque chose d'assez évident. Le système immunitaire devrait bien fonctionner. Je dis devrait parce qu'il y a des fois des situations assez complexes et on ne sait pas trop pourquoi. Ou quelquefois, une personne a quelque chose de très lumineux et pourtant on sait qu'elle est très malade. Mais il y a quelque chose de lumineux en elle et quelque chose de lumineux dans ce qu'elle exprime. Et quelquefois, quelqu'un en fin de vie peut exprimer énormément de lumière et on pourrait se demander, mais est-ce qu'il n'y a pas une belle expérience de conscience et beaucoup d'audace à ce moment-là, même peut-être au moment de partir. Ça peut paraître des fois même un peu contradictoire. Est-ce que dans ces cas-là, le système immunitaire, on peut imaginer qu'il va pas très bien et pourtant il va y avoir quand même une belle expérience de conscience et ça arrive, c'est certain. Est-ce qu'il y a des moments où il y a des flashs d'eau de jazz au milieu d'un état qui a priori ne l'exprime pas? C'est difficile, mais je crois que tout est possible. On a souvent tendance dans les textes ou dans les livres qu'on peut lire sur l'Ayurveda à ramener au jazz au corps. Et on oublie souvent que le jazz, c'est aussi là présent au niveau du plan émotionnel et aussi au niveau du plan mental. Et ce que dit Sophie, c'est très juste, c'est-à-dire que effectivement, il peut y avoir une expérience mentale ou émotionnelle très lumineuse parce que Oja s'est bien éveillé à cet endroit-là et moins éveillé sur le plan du corps. Hein, on le voit chez, par exemple, les gens qui se battent contre une maladie dégénérative intense. Il y a des gens qui vont être complètement abattus, c'est-à-dire le mental, le jazz mental va être complètement diminué comme le jazz physique. Mais par contre, les gens qui se battent et qui arrivent à dépasser, à transcender un petit peu la souffrance du corps, à être plus sur des plans plus subtils, peuvent avoir un niveau de jazz très élevé au niveau émotionnel et au niveau mental. Qu'est-ce qui diminue le jazz dans la vie de tous les jours? Quelles sont les actions à éviter si on veut un bon jazz, que ce soit au niveau mental, au niveau du corps, au niveau de l'intellect? Qu'est-ce qui diminue le jazz? Tout ce qui nous met dans un état de stress, mais le stress, c'est pas quelque chose qui vient que de l'extérieur, c'est surtout une façon de gérer son quotidien et son propre stress. Dès qu'on est dans un état de réaction, dès qu'on est énervé, on perturbe quelque part un état d'équilibre, on perturbe son système immunitaire et c'est clair qu'on perturbe aussi sa production d'OJAS. C'est pour ça que c'est tellement important d'intégrer une expérience d'apaisement intérieur en même temps qu'on est dans la vie active. Parce que sinon, on se fait vraiment balader de tous les côtés en permanence pour des petits soucis et des gros problèmes. Mais même l'accumulation des petits soucis, ça peut nous mettre en état de stress permanent. Alors, on en revient à une expérience de conscience finalement qui Ouais. permet de se mettre en état d'équilibre pour ne pas être trop influencé et baladé dans tous les sens avec la vie quotidienne. On trouve aussi l'idée de stress aussi dans les accidents, par exemple. Puis les nouvelles
violentes, apprendre que, par exemple, la maladie d'une personne ou quelque chose comme ça peut aussi créer un stress très très fort. Le fait d'agir trop rapidement détruit au jazz. Agir trop rapidement sans avoir métabolisé en fait l'information. Agir au tac par rapport à une situation, une parole, une action. La précipitation. L'action avec Précipitation. précipitation. Tu vois, tu fais L'action quelque avec chose et tu vas précipitation. très très vite. Ouais. Je voulais juste ajouter, c'est pas une question de vitesse, c'est une question, est-ce qu'on est centré au moment où on est dans l'action? Si on est centré dans quelque chose qu'on fait rapidement, il n'y a pas de Mhm. problème. Ouais. Si on se fait emporter par le mouvement et qu'on n'est pas vraiment centré, c'est là qu'on est en état de déséquilibre. C'est comme si on était divisé, il y a une partie de soi qui est rapide et on ne suit pas vraiment derrière. On Mhm. n'est pas présent derrière. Et là, on est en état de division qui peut créer pas mal de problèmes. Et dans D'accord. l'autre sens, il y a aussi quelque chose qui réduit beaucoup le jazz, c'est le jeûne. Les gens qui Ouais. font des grands jeûnes, tu vois après le niveau de jazz et puis l'immunité qui diminue parce qu'ils sont toujours enrhumés. Après, ils ont eu l'impression d'avoir nettoyé, puis tu les retrouves quelques mois après avec des tas de problèmes de santé, genre rhume, grippe, bronchite, etc., etc. Parce qu'en fait, ce qui a été nettoyé d'un côté, certes, il y a de l'amas qui a été réduit, mais le niveau de jazz a beaucoup baissé. C'est pour ça que l'indication du jeûne, comme d'ailleurs du panchakarma, de la détoxification ayurvédique, doit toujours être bien posée. Quand il y a fatigue, c'est-à-dire peu de force, peu d'énergie, peu de vitalité, on fait pas de drainage, on fait pas de panchakarma, on évite de faire un jeûne. On va au contraire dans le sens de nourrir, on va essayer de nourrir, on va essayer d'éveiller à nouveau au jazz, éveiller prana, etc., donner des éléments pour reprendre la vitalité. Et puis à partir de là, on pourra faire une détox. On a vu limiter vraiment le stress et j'imagine qu'un sommeil, le temps de sommeil suffisant est très important aussi puisque le sommeil, on a vu tous les bienfaits que cela pouvait apporter également. Alors là, on peut insister sur le début de la nuit, parce que quand est-ce qu'on produit le plus de jazz, c'est quand on est en heure CAFA. Et l'heure CAFA, on sait que c'est avant 10 heures du soir. Donc quand on se couche tôt, vers 9 heures, 9 heures et demie, il y a un apaisement qui s'installe, il y a une force qui s'installe, il y a quelque chose de très structuré. On se lève le matin, on est vraiment en forme, quoi. Alors on peut se lever très tôt. Et en même temps, on sait que ça a renforcé l'agni, on l'a vu là, dans le cours précédent. Ça a renforcé l'agni puisqu'on a régénéré l'agni pendant cette période de temps, qui est de 10 heures à 2 heures du matin. Donc on a vraiment tous les bienfaits, hein. Et on se lève en heure pranique. Donc prana va être aussi éveillé à la bonne heure. Donc on a à la fois Ojas, Agni et Prana qui sont bien équilibrés. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens, alors très pratiques, hein, exemple, des aliments, des plantes, des choses qui peuvent soutenir l'OJAS? Chez des gens qui sont par exemple dans des métiers stressants, Hmm. ou qui donnent des stimulations permanentes, ou des mères de famille. Il y a les mères de famille avec leurs enfants, plus une activité pleine de responsabilités ou qui est très stressante. Exactement. Ah ouais, qui du coup sont splittés un peu de ces deux positions. Hein. Parmi les plantes qui sont intéressantes, la première chose qui vient à l'esprit, c'est ce qu'on appelle l'amritalash, qui est une synergie spécifique à l'Ayurveda Maharishi, une synergie qui comporte plus de 30 plantes et qui est vraiment fait pour renforcer et qui renforce réellement le système immunitaire. Et dans l'amritalash, il y a deux orientations. Il y en a une qui est faite pour la physiologie, qu'on appelle le MA4, et une qui est faite pour l'ojas mental et pour le système de pensée, apaiser le mental, équilibré, et qui s'appelle MA5. On a d'autres plantes, on a l'ashwagandha par exemple, qui est très très bien. On connaît l'ashwagandha pour apaiser. C'est marrant parce que l'ashwagandha, à la fois il apaise, un peu comme Ojas, il est très apaisant, très tranquillisant, et en même temps il donne de l'énergie, il donne de la vitalité, hein. Ça c'est vraiment caractéristique d'ashwagandha. On a shatavari, la plante féminine par excellence, qui est une racine rafraîchissante, qui amène une qualité vraiment très très douce, de douceur. Il y a le guduchi, amalaki aussi, qui est une plante un petit peu amère, mais qui a pratiquement les six saveurs. Il manque le goût salé, je crois, dans l'amalaki, qui amène beaucoup à la fois équilibre l'acidité, renforce le feu digestif, soutient la formation des tissus. Enfin, c'est vraiment une grande, grande plante en Inde. Et puis, le shilajit, qui est cette substance un petit peu goudronneuse, qui a un goût un peu particulier, et qui guérit, dans les textes, on dit ça guérit toutes les pathologies. Et c'est très, très puissant pour renforcer l'immunité.
Sophie, j'ai une question plus pour toi. Est-ce que tu trouves qu'il peut y avoir une fluctuation de l'eau de jazz au cours du cycle féminin? Oui, moi je pense qu'il y a une fluctuation du niveau d'eau de jazz. On peut à moins d'être en parfait équilibre et que ça n'influence plus beaucoup ces phases du cycle, mais la plupart des femmes, elles vont sentir en phase ascendante que tout est plus facile, que la physiologie est très confortable, qu'il y a un côté plus rond peut-être dans la façon de fonctionner qui culmine au moment de l'ovulation. Ce qui paraît logique, puisque si on a plus d'audias au moment de l'ovulation, c'est aussi le moment de choix pour la fécondation. Donc, au contraire, dans la phase descendante du cycle, avant le cycle, au moment du syndrome prémenstruel, quand il y en a un, et au moment des menstruations, il va y avoir plus d'inconfort, plus de sauts d'humeur, plus de problèmes digestifs, de tensions musculaires, etc., qui vont correspondre à une diminution du taux d'eau de jazz. Donc oui, c'est probable que le taux d'eau de jazz varie en fonction du cycle menstruel. Mais tout en pensant que quand même, dans un état idéal, on pourrait imaginer que le taux d'eau de jazz est plus stable et que ça influence peu. Est-ce qu'il y a une différence entre la perception de l'eau de jazz par l'Ayurveda Maharishi et l'Ayurveda plus classique qu'on retrouve partout? Il y a des conférences de Maharishi qui sont très très belles sur le jazz. C'est la lampe à la porte. C'est-à-dire c'est la substance qui est à la fois conscience et matière. Et la lampe à la porte, c'est vraiment ce niveau, ce point de jonction qui éclaire à la fois le côté conscience et le côté matière. Et ça, c'est au jazz, qui donne vraiment à ressentir cette dimension très très profonde, hein. Parfois, dans certaines circonstances, expérimentées quand on pratique la méditation transcendantale. On revient vraiment à ce que tu disais, Sophie, hein, au début, hein, quand on parlait de l'Ojas, où tu disais, bah, ça fait les tissus, et puis la clarté du fonctionnement de la physiologie va faire qu'on peut avoir une expérience de conscience, mais l'expérience de conscience très claire, elle permet aussi d'avoir beaucoup d'Ojas. Enfin, il y a vraiment un dynamisme entre les deux. On comprend bien avec cette histoire de lampe à la porte, en fait, hein, entre la conscience et la matière. Et ça éclaire l'intérieur et l'extérieur finalement. Exactement. Ça fait le lien peut-être même, oui, sans doute, entre l'extérieur et l'intérieur. On a vraiment l'impression que l'Ojas, donc c'est vraiment, si je comprends ce que vous m'avez dit, hein, c'est le produit donc ultime de la digestion. On le retrouve à chaque étape de la digestion, mais de plus en plus raffiné, et on comprend vraiment que cet Ojas, il est indispensable. Enfin, plus il est important, plus la physiologie fonctionne de façon équilibrée et optimale en fait. Mais qu'il a besoin à la fois du prana et puis de l'agni. Que vraiment c'est encore un fonctionnement des trois. Une synergie des trois, hein. Et quand il y a beaucoup de jazz, il y a cette fluidité dans le corps. Il y a un sentiment de bien-être. C'est aussi une façon de le reconnaître. Et puis, la stabilité sur le plan du corps, stabilité sur le plan des émotions et stabilité sur le plan mental, sur le plan intellectuel. C'est la colle, le liant. Ouais, le liant, c'est le plus joli, liant. c'est plus poétique, qui relie vraiment tous les éléments, à la fois au mental, émotionnel, le corps, et ça donne cette fluidité comme ça. Peut-être aussi une expérience qu'on peut avoir, c'est après une bonne nuit de sommeil, avoir l'impression que tout est facile, que tout est très doux à l'intérieur, qu'on est plus flexible, que la peau, qu'on a bien chaud. Ou cette expérience en hiver, quand le vata augmente, que tout est tiraillé, tout est sec. Et là, c'est exactement l'inverse. Après une bonne nuit de sommeil, c'est comme si tous les tissus avaient été bien nourris. On sent que la peau est plus douce. Si on fait du yoga, on est plus flexible. Les massages, pour vata, l'huile de sésame, pour kapha, l'huile de sésame ou l'huile de moutarde, pour pitta, plutôt l'huile de coco si vraiment ils ont très très chaud. Mais le massage amène beaucoup de jazz parce qu'il unifie toute la physiologie et puis il nourrit. Donc c'est vraiment la fonction de jazz, hein, unifier et nourrir. C'est aussi une flexibilité au niveau mental. Et cette flexibilité est une belle façon de voir les choses, oui. L'adaptabilité, par exemple. L'adaptabilité, oui. Et puis que la pensée fonctionne sans blocage aussi, qu'elle permet de rebondir sur des choses. De pensée, plus de clarté, plus de lien entre l'impulsion et puis le résultat. On parlait tout à l'heure de la différence. Maharishi parle aussi de l'éveil de jazz, comme si c'était quelque chose de pétillant, comme une substance comme ça, de poudre de fée, par exemple, hein. Ce côté comme ça très, très volatile. Et c'est vraiment
quelque chose qui s'éveille hein, dans la physiologie, dans les émotions, ça. Il y a vraiment cette idée. Avec nos vies actuelles, la pollution, la micropollution, les aliments ultra transformés que de temps en temps on utilise, le tabac, l'alcool, ça doit boucher les schrotats, tous ces canaux de communication. Mais du coup, on a besoin d'aller déboucher tout ça pour que l'eau jazz puisse circuler plus facilement, plus librement en fait. Bah, c'est une des techniques qui existent. Il y en aurait plusieurs, hein, parce qu'en fait, on peut détoxifier la physiologie de beaucoup de manières, mais la méthode la plus classique qui vient à l'esprit quand on parle en termes d'Ayurveda, c'est le Panchakarma. Une série de techniques est très très bien décrite en Ayurveda qui, en fonction des problèmes, en fonction des déséquilibres, ont choisi certains processus qui permettent d'enlever le maximum de toxines. On parlait du thym tout à l'heure, des personnes qui viennent en Panchakarma, qui vont passer 2, 3 semaines dans ce genre d'expérience. Et la différence qu'il peut y avoir au début et à la fin est très visible, même si on n'y connaît rien. On voit des fois, j'ai des patients qui arrivent et qui me disent, mais ça fait quelques jours que je suis là et j'ai déjà vu les autres, et ils ont tellement changé, j'en reviens pas. Et je me disais toujours, bon, c'est trop publicitaire, alors je fais pas de photos, mais des fois je me disais, ah, je suis vraiment trop bête, j'aurais dû prendre une photo au début à la fin. Donc ça se voit et ça se sent, les gens ont des expériences souvent très profondes pendant le panchakarma, et à la fin du panchakarma, ils ont vraiment l'impression en anglais, de newborn, comme s'il y avait une nouvelle naissance. Bon, ça paraît un petit peu exagéré, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est on est témoin de changements très profonds, et souvent la personne se dit, ah oui, ça a été vraiment un moment clé dans ma vie pour passer à autre chose, me retrouver, tout simplement me retrouver. Ça fait partie des techniques, le panchakarma, qu'on peut utiliser, mais même les techniques de conscience comme la méditation, c'est aussi une façon de se purifier. Si on se purifie autrement, mais il y a finalement beaucoup de techniques de purification, et c'est clair que s'il n'y a pas trop de toxines dans la physiologie, bah, c'est mieux. Vous avez pensé à une autre technique, la thérapie par la lumière des pierres précieuses. Elle agit directement justement au point de jonction entre le corps et la conscience, et elle vient animer la valeur d'Ojas en nourrissant les niveaux subtils de la physiologie. Ça fait des années qu'on le fait, et il y a des personnes qui viennent très régulièrement pour faire ça parce que justement elles sentent qu'il se passe quelque chose de très très profond, et qu'il y a de plus en plus d'énergie, de plus en plus de joie de vivre, de plus en plus de clarté qui vient à travers aussi cette technique. Donc dans la Yoga Maharishi, comme ça, il y a quand même un bon nombre de stratégies qui sont précieuses pour à la fois purifier et nourrir. Mais est-ce que l'ojas s'appelle l'ojas? Hmm. On peut le dire tout à fait, parce que quand il y a un certain niveau de fonctionnement de la physiologie ou de la psychophysiologie, automatiquement, ce niveau-là va attirer l'équivalent. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a un bel équilibre, une bonne clarté, et qu'on est d'un tempérament, par exemple, plutôt aérien, eh bien, on va naturellement prendre les aliments qui vont maintenir l'équilibre de ce niveau de vata, de ce niveau d'air, dans la physiologie. Pareil, si on est pitta, on va plutôt faire attention à ne pas manger trop épicé, trop piquant, etc. Donc il y a vraiment cette attirance de l'équilibre attire l'équilibre, mais le déséquilibre attire aussi le déséquilibre. C'est la simplicité. Le niveau d'intelligence qui est éveillé, c'est plus facile d'aller vers le même niveau d'intelligence dans l'environnement, le même fonctionnement, que de changer, parce que changer demande de l'énergie. Donc quand on est encombré, c'est plus facile de se maintenir dans l'encombrement avec des aliments qui vont continuer à encombrer, à maintenir ce processus, voire à l'augmenter, que de changer. Et Panchakarma, par exemple, ça veut dire c'est faire un saut. On fait un saut d'un état d'encombrement, d'un état de toxine, et on va faire un saut pour aller vers un état où c'est complètement plus clair, plus lumineux, plus joyeux. Et du coup, la méditation transcendantale a ce même processus en fait. Le fait de transcender chaque jour, 2 fois par jour, permet aussi d'augmenter l'ojas dans l'organisme parce que ça purifie d'une autre façon en fait. Oui, en s'apaisant, c'est une forme de purification. Ça permet de se rééquilibrer. À partir de là, c'est comme si pouvait s'ouvrir un peu plus. Donc ça circule mieux, l'ojas. Une fois qu'on a compris ou qu'on a expérimenté à certains niveaux, chacun à son niveau, l'ojas, on comprend bien les moments où on en a moins en fait, et ça permet de corriger ses actions pour pouvoir revenir à ce niveau de jazz antérieur.
Un exemple tout simple que tu disais, Sophie, hein, la nuit de sommeil qui permet vraiment de se sentir apaisé, renourri. Les fois où on est fatigué, on aura plutôt tendance, une fois qu'on se connaît et qu'on a bien compris le processus, de se coucher plutôt régulièrement pour pouvoir augmenter le niveau de jazz et la récupération de la physiologie. Oui, c'est ce que tu appelles l'autoréférence. On sait finalement intérieurement, on peut soi-même ajuster. C'est aussi une façon de pratiquer l'Ayurveda. Il y a bien sûr tous les thérapeutes qui sont là pour donner des idées, mais on peut tout simplement mieux percevoir qu'est-ce qui convient, qu'est-ce qui convient pas. C'est finalement assez simple. Et puis, ce qui marche pas, vaut mieux éviter, c'est clair. Et puis, ce qui fait du bien, c'est bien de le faire. Justement, d'Ojas, on dit que Ojas est autoréférent lui-même. C'est tellement vraiment à la source de la création qu'il a cette qualité complète d'autoréférence. Ojas est complètement autoréférent. Donc il se connaît lui-même et à partir de lui-même, il va engendrer, c'est un niveau d'intelligence qui va engendrer, ben, soutenir le système immunitaire, soutenir le bon fonctionnement des tissus, etc. Il y a vraiment cette idée. Plus il y a d'ojas, plus il y a l'autoréférence. Plus il y a d'audias, plus il y a d'autoréférence, ou plus il y a d'autoréférence, plus il y a d'audias, hein, ça dépend comment on veut regarder les choses. Je pense que les deux sont vrais. Est-ce que certaines musiques ou certains sons, par exemple les sons du Veda ou les Gandharvas, peuvent augmenter au jazz? Oui, hein, c'est une bonne remarque, hein. Mm, Il mm. y a des musiques qui nourrissent le cœur, hein. Le Gandharva particulièrement, hein. Moi, j'aime beaucoup le Gandharva flûte pour ça. Je trouve que ça amène beaucoup de douceur à l'intérieur, beaucoup d'apaisement, c'est vraiment les qualités de jazz, hein. Donc effectivement, la musique, et puis la musique adoucit les mœurs, hein, Mhm. donc forcément, ça adoucit au jazz, hein, ça renforce au jazz, hein. Tout ce qui est, en fait, l'idée, c'est ça, c'est tout ce qui est nourrissant, quel que soit le canal, hein, que ce soit mental, émotionnel, physiologique, environnemental, tout ça, quel que soit le canal, tout ce qui est nourrissant va augmenter au jazz. Tout ce qui est équilibré, nourrissant et harmonieux va augmenter. Donc la musique est particulièrement intéressante pour ça. On pourrait peut-être même dire tout ce qui amène du bonheur, une sensation de bonheur. Je C'était parle pas ma du plaisir, question, là, je parle vraiment Sophie. du... Non, parce qu'en fait, je voulais dire à un moment donné, mais on a parlé de tout, mais moi, le mot vraiment qui me vient quand je vous écoute tous les deux, c'est vraiment le mot bonheur. Oui, Quand on parle de jazz, on parle du bonheur. oui, oui, c'est une belle façon de voir les choses. Et je parle vraiment là du bonheur intense, du bonheur profond. On va plus loin que la sensation de plaisir qui peut être aussi produit de l'audias, même certainement. Mais oui, il a un état de bonheur. On pourrait imaginer que c'est vraiment un état où il y a beaucoup d'audias. Est-ce que ce serait pas le cousin de ce qu'on appelle les endorphines en médecine moderne? On peut se poser la question. Ah, Euh, on sait que quand il y a un bon taux d'endorphine, il y a un meilleur fonctionnement de la physiologie. Donc oui, ça pourrait être un corrélat plus grossier ouais, de de toute l'audias, en fait, hein. façon, pour nos esprits scientifiques, d'essayer de comprendre aussi à ce niveau-là ce qui se passe. Il y a l'idée que le bonheur est inhérent à la conscience. Donc, quand on fait l'expérience dans la méditation et qu'on plonge à un niveau très très profond, on fait cette expérience de la conscience et de ces niveaux de bonheur intérieur qui dépendent absolument pas de l'extérieur, d'un événement ou d'un objet quelconque. Et effectivement, on sait qu'au-delà se trouve à ce niveau-là, inhérent au raffinement des perceptions, à l'expérience de la conscience, on a au jazz et on a cet état de bonheur qui vient avec. Le mot bonheur est parfait. Bonsoir à tous. Donc ce soir, on va changer de sujet, mais on reste quand même dans quelque chose d'assez proche de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, hein. Donc on a évoqué les premières vibrations de la conscience, hein, la première impulsion, la première impulsion de vie, hein, en termes de prana. Puis on s'est ouvert la dernière fois au pouvoir analytique, à l'aspect discriminant, transformateur de la conscience avec Agni. Et donc ce soir, on va aborder un autre aspect, hein, un aspect plus nourrissant, plus structurant, hein, plus protecteur de la conscience. C'est l'aspect d'Ojas, hein. Donc prana, on a vu, c'est l'essence de Vata, Pitta,
c'est Agni, c'est l'essence de Pitta, et puis Ojas, lui, ben, c'est l'essence de Kapha. Donc, si Agni fait penser un peu au soleil, à la chaleur, à la lumière, hein, Ojas renvoie plus à l'aspect de lunaire, à la fraîcheur, à la douceur, hein, à quelque chose de protecteur en même temps. Hein. Donc, Ojas, c'est vraiment, on peut dire, c'est ce qui fait rayonner la physiologie. Hein. Ça adoucit les sentiments, ça apaise, ça équilibre l'esprit. Hein. On a vu aussi que la connaissance de l'Ayurveda n'était pas quelque chose de linéaire, hein, c'était quelque chose de circulaire. Et avec Ojas, on va voir effectivement que cette connaissance n'a ni début ni fin. Donc on va pointer un petit peu cet aspect-là à nouveau. Donc on a vu aussi que, de même que Prana, lui, décline de plusieurs manières, hein, de plus en plus, du plus subtil au plus manifesté. On verra qu'Ojas, c'est un petit peu la même chose. Le terme renvoie à différentes valeurs. Hein. Ok, mais tout ça, on va découvrir ça dans la vidéo. Et on va remercier Jean-Yves pour nous passer la vidéo. Il y avait quelques questions. Tchac. Alors, dans les questions, il y a le lait augmente au jazz, lait de vache uniquement, question, ou ça inclut aussi les laits végétaux. Alors, dans l'Ayurveda, on parle beaucoup du lait des vaches sacrées. Dans l'idée aussi, il faut avoir toujours à l'esprit que ce sont des textes qui ont été, qui sont en lien avec l'environnement et donc avec la culture. Donc là, les textes ont été, sont apparus universels. Mais le lait de vache a quelque chose de particulier qui effectivement ça en fait un lait vraiment extrêmement nourrissant. Le lait végétal, c'est autre chose. Il y a des côtés plus ou moins nourrissants. Par exemple, l'amande, on a parlé de l'amande tout à l'heure. L'amande, le lait d'amande est très nourrissant, donc il apporte beaucoup de jas. Mais c'est pas forcément aussi, enfin, c'est pas vrai peut-être pour tous les laits. Hein, le lait de soja, par exemple, il a tendance à encombrer, il a tendance à amener des glaires. Donc, voilà, faut le sentir, faut voir ce qui nous convient bien. Peut-être que le côté très, comment dire, très collant du lait de soja pourrait convenir plus pour Vata, si ça digère bien, si ça passe bien. Mais pour un CAFA, par exemple, le lait de soja est pas idéal. On peut pas dire, je dirais pas que ça lui amènera plus de jazz. Hein. Voilà. Si c'est, je sais pas si ça répond complètement à la question. Je pense notamment à la maladie d'Ehlers-Danlos, que je ne connais pas, qui est caractérisée par une hypermobilité articulaire liée. Oh là, attendez, j'ai oublié une partie de la question. Comment peut-on interpréter anomalie des fascias, du collagène dans le corps? Alors, bah déjà, sur le principe, hein, quand il y a anomalie, ça veut dire qu'il y a une mauvaise formation du tissu. Et donc, s'il y a mauvaise formation du tissu, on remonte toujours hein, en Ayurveda, on va regarder ce qui s'est passé, à quel niveau de la chaîne ça s'est produit. Mais en général, on se retrouve dans le système digestif avec l'agni. Est-ce que la métabolisation est correcte? Est-ce que comment dire, est-ce que les canaux sont bien libérés? Est-ce qu'il n'y a pas d'amas accumulé, de toxines accumulées, etc. Hein, naturellement, comment dire, les tissus dans un état d'équilibre se forment correctement. Hein. À partir du moment où il y a un tissu qui ne se forme pas correctement, c'est qu'il y a forcément un dysfonctionnement qui peut être, bien sûr, il peut y avoir comme facteur l'hérédité, hein, ça, je l'entends. Il peut y avoir comme facteur l'environnement, les pollutions de l'environnement. Il peut y avoir comme facteur le mode de vie. Il peut y avoir comme facteur un problème de sommeil. Il peut y avoir comme facteur qui va, qui va bien sûr agir sur la digestion. Et donc on retrouve souvent, c'est pour ça que hein, plusieurs fois on a évoqué cette idée, le médecin met la main sur le ventre et dit le problème isère, hein, ou un petit peu plus haut sur l'estomac, problème isère. Donc ça veut dire que l'origine est quand même beaucoup à voir avec le système digestif. Alors, des activités liées à un dysfonctionnement, anomalie dans la structure. Ok. Donc voilà, moi, un médecin aurait peut-être mieux répondu à la question.
Je- Jeanne, je ne sais pas si tu as quelques idées là-dessus, parce que c'est vraiment un problème vraiment purement médical. Donc, je ne sais pas si Jeanne est là. En attendant, on va passer à la question suivante. Bonsoir, que pouvez-vous nous dire à propos des doshas pendant la ménopause, sachant que c'est une transition naturelle? Alors oui, c'est intéressant. Ben, Sophie a commencé à en parler un petit peu dans les différents sujets qu'on a abordés. Euh, c'est très étonnant de voir qu'il y a des régions du monde où la ménopause ne pose pas de problème, hein. Sophie l'avait déjà mentionné. Pourquoi? Parce que on est beaucoup plus vigilant sur la, comment dire, la gestion du cycle depuis l'enfance, hein. On sait par exemple que dans le Stapatya Veda, dans l'architecture védique, il y a une pièce de la maison réservée aux femmes comment dire, qui se retire au moment des règles, par exemple. Parce que c'est vraiment pas le moment d'aller dans l'activité, c'est vraiment le moment de se reposer, de revenir sur soi. C'est un véritable travail sur soi. Et c'est préserver ses pensées, hein, dans l'Ayurveda et dans le Stapatya Veda. Donc il y a vraiment une façon de le vivre dans nos pays où on est très très lié à l'action, à la réaction, au dépassement de soi dans le monde, etc., etc. La culture, comment dire, la préservation de ces moments n'est pas vraiment bien accueillie et bien pensée. Et peu de choses sont faites, bien que je crois qu'il y a maintenant un congé qui était, il y a une, comment dire, une réglementation sur un congé pour cette période. Alors, il y a des groupes de yoga qui prennent le matin du neem et curcuma en boule ou gélule pour augmenter le jazz. Oui, bah oui. Hein, on n'a pas mentionné le Nîmes, mais bien sûr, Nîmes, curcuma, faut aller en petite dose, hein, en petite dose, parce que le curcuma en trop forte dose est très dur à digérer, donc il faut faire attention, mais en petite quantité, ouais, c'est OK. Qu'en pensez-vous, d'accord avec vous, des informations? Non, juste que c'est OK, hein, le Nîmes, bien sûr, ça va participer. Alors, c'est pas la plante qu'on donne en premier en général, mais ça fonctionne bien. Tu peux reparler du rythme du sommeil idéal, s'il te plaît, se coucher avant 21 heures, ça saute toujours là, j'ai perdu ma question. Euh, oui, alors le rythme du sommeil. On a vu un CAFA 18 h 22 h. Donc ça, c'est la période où justement on va travailler sur la structuration. Donc c'est pas mal de se coucher vers 21 h, 21 h 30 parce qu'on est encore en heure CAFA. Puis bon, on a vu le petit décalage, hein, on a parlé déjà le sujet. Est-ce que c'est l'heure sociale, l'heure solaire, etc. Donc quand on se couche vers cette heure-là, on se rend compte par expérience qu'il y a le matin plus de stabilité, hein, plus de clarté, plus de stabilité. Et donc là, effectivement, on travaille sur Ojas. C'est-à-dire, c'est vraiment le moment de restructurer tout ce qui est lié à Ojas, tout ce qui est lié à l'aspect nourrissant, structurant dans le corps. Puis après, 22 heures jusqu'à 2 heures du matin, on est sur nettoyer tout le système, le foie, le pancréas, tout le système enzymatique. Tout ça se régénère, se restructure. Toutes les cellules qui sont, comment dire, à changer sont changées à ce moment-là. Celles qui sont à réparer sont réparées à ce moment-là. Donc il y a vraiment un travail microscopique de la physiologie digestive qui se fait, qui se régénère à ce moment-là. Et puis, si on veut profiter de l'éveil de prana, l'éveil de vata, eh bien, il faut se lever en heure vata, c'est-à-dire donc c'est 2 heures du matin et c'est 6 heures du matin. Et vous avez remarqué que tous les gens qui ont une vie qui est très orientée vers la spiritualité, en général, se lèvent très tôt, hein. Alors, combien de temps faut-il écouter les 40 aspects pour ne pas faire une élimination de tension? J'écoute depuis quelque temps 45 minutes, mais n'est-ce pas trop? Non, en fait, c'est simple, hein. Comment on sait si c'est trop? C'est qu'on commence à être inconfortable, hein. Quand on écoute le Veda ou les Samaveda ou les 40 aspects, quand on commence à être un peu agacé, un peu irrité, c'est que, voilà, là, on arrête, hein.
Donc, c'est assez simple à gérer. Hein. On fait une dose, ça doit nourrir, ça doit faire plaisir, ça doit être joyeux. Puis dès qu'on perd un peu cette joie, hop, ça y est, c'est temps d'arrêter. C'est vrai pour tout, hein, pour l'activité physique, pour tout ce qu'on fait au quotidien. Hein. Quand on perd la joie, c'est que c'est le moment de changer. Alors, de quelle manière utiliser les plantes, ashwagandha et autres plantes citées pour augmenter le jazz? Ashwagandha, en général, c'est donné, ashwagandha maharishi, pour un comprimé le matin. Et pour les gens que ça ne perturbe pas, on l'avait déjà vu, un comprimé le soir. Ceux que ça perturbe, c'est-à-dire que ça met trop d'activité un petit peu au niveau du sommeil, à ce moment-là, on le fait dans l'après-midi. On prend dans l'après-midi. Alors, quelle influence des ondes Wi-Fi, Bluetooth, etc. sur le jazz? Je ne pense pas qu'il y ait d'études de fait parce que d'abord, scientifiquement, on ne reconnaît pas le jazz, on sait pas parler. Et puis, bien sûr, c'est perturbant, on le sent. Hein. Il y a des personnes là, qui sont dans le cours que je connais qui ont été fortement perturbées justement par ces ondes et tout ce qui détruit les structures électromagnétiques du corps les champs magnétiques du corps, tout ce qui est au niveau du cerveau, tout ça, c'est très, très fortement perturbé, au point où Maharishi, à une époque, avait vraiment averti a donné beaucoup de recommandations sur le fait de ne pas être exposé à ces ondes-là. Et je sais que quand on allait dans l'environnement de Maharishi, dans le lieu où il habitait, euh, tout était comment dire, pas, tout était câblé. Hein. Il n'y avait pas de Wi-Fi. Et il y avait quelqu'un qui surveillait que personne n'utilisait la Wi-Fi, parce qu'effectivement, c'est très perturbant. AVC a créé des douleurs qui persistent depuis 7 ans. Je n'ai pas pu faire de panchakarma car je ne supporte aucun massage. Que puis-je faire moi-même pour plus de confort? Donc, effectivement, parfois, la marmathérapie est intéressante. Hein. Si on ne peut pas faire de massage, la marmathérapie, c'est tellement subtil que une petite séance de marmathérapie, des fois, ça peut aider. La lumière aussi, j'ai vu chez des personnes qui n'aimaient pas le contact physique ou qui n'aimaient pas les massages, hein, pour diverses raisons. Il y a plein de raisons pour lesquelles on ne supporte pas les massages. La thérapie par la lumière des pierres précieuses est très intéressante parce qu'il n'y a pas de contact direct physique, mais par contre, il y a un véritable travail qui se fait avec la lumière des pierres, très très doux et vraiment ça fait plonger, ça mène dans le transcendant et ça rééquilibre profondément. Hein. Donc Marma et thérapie par la lumière des pierres précieuses est vraiment intéressante, ouais, comme technique. Alors, Dominique, avez-vous une marque de ghee à recommander? Merci. Nous, on le fabrique. Le meilleur ghee, c'est celui que vous faites. Pourquoi? Parce que vous êtes sûr qu'il est fait, il est frais. Hein. Vous prenez un bon beurre d'abord. Hein. Vous êtes sûr de prendre un bon beurre bio. Et puis, quand vous le faites, il se garde bien. C'est assez facile à faire, le ghee. Mais il faut être présent. Hein. Moi, je pense toujours à mon épouse qui faisait des grandes quantités de ghee pour le centre. Et il faut absolument être là, quoi. Hein, quand on fait du gui, c'est presque un travail de transformation à l'intérieur de soi. Hein, il se passe quelque chose quand on le fait. Et donc, il faut vraiment être là. Il faut vraiment mettre de la conscience. On est là, on surveille, et on ne fait pas des toutes petites quantités. Il faut vraiment un minimum de 500 grammes à 1 kilo. Et puis, on prend un thermomètre culinaire, et on vérifie que voilà, ça reste bien à 108 degrés, hein, 107, 108 degrés. Et surtout, on réduit le feu. Hein. Avec le gaz, c'est facile parce qu'on peut vraiment, comme si on éteignait, puis avoir le feu qui permet de maintenir au moins 20 minutes à cette température de 108 degrés. Parce que en termes de marque, je connais pas bien. Nous, on n'est jamais acheté de ghee. On l'a toujours fait. Comment être bien équilibré si on est Pitta et que l'Ojas est chez Kapha? Alors, il y a c'est un peu ce qu'on disait dans le cours. Il n'y a jamais un dosha sans un autre dosha. C'est-à-dire que même si on est Pitta,
on a forcément un système immunitaire, on a forcément un processus digestif, et un bon pita, justement, l'intérêt d'un bon pita, c'est qu'il va pouvoir, s'il est équilibré, bien métaboliser les aliments, et donc permettre une bonne formation des tissus, hein, puisqu'il y a on a vu les agnis à tous les niveaux, dans tous les tissus. Donc, l'agni fonctionne très très bien dans chaque tissu. À chaque fois, vous allez produire Ojas, 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 Ojas. Et un bon agni, un pita qui est bien équilibré, est forcément quelqu'un qui a un bon ojas. Voilà, super. Hein. Même si Kapha semble plus loin dans l'expression, il est là quand même. Hein, sinon, vous ne pourriez pas former vos tissus. Mm. Euh, que penser des tapis, c'est quoi? De remise à la terre. Ça, je connais pas du tout. Les tapis de remise à la terre. C'est marrant parce que juste au début, là, dans la méditation, euh, il y a eu, il y a eu une expérience très intéressante. J'aime beaucoup la terre et l'élémentaire et Ojas étant lié à Kapha est forcément lié à l'aspect de l'eau et de la terre. Et la terre, on sait, enfin, l'esprit de la terre, c'est vraiment la conscience de la terre, c'est vraiment quelque chose de très nourrissant. La terre est absolument infiniment généreuse. Regardez ce qui se passe si on laisse la nature fonctionner, mais c'est une abondance extraordinaire. Donc il y a vraiment cette idée de nourrir et en même temps de protéger au niveau de la terre et tout ce qui va nous permettre de connecter à la terre. Hein, par exemple, on voit chez certains patients, par exemple, on voit que les corps d'énergie ne descendent pas jusqu'en bas des pieds. C'est souvent des gens qui ont froid dans les pieds. Hein, ils ont les pieds froids. Et donc, le fait de mettre la conscience sur ces corps d'énergie va faire descendre l'énergie dans les pieds. Et les gens retrouvent comment dire, cette vibration, ce prana qui se met à circuler dans les jambes et la température change. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça relie à la terre et ça relie à cette conscience de la terre, cette conscience nourrissante. Et ça, c'est très beau. Donc, si ces tapis font ça, ils sont parfaits. Si je me couche à 21 heures, je me réveille à 3 heures du matin et ne peux plus rendormir, comment gérer cette situation? Alors, si on se couche à 21 heures, ça nous fait combien d'heures de sommeil, ça? Hein. Donc 9 heures, 10 heures, 11 heures, minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça fait 6 heures de sommeil. Pour ce qu'on appelle un petit dormeur, ça peut être largement suffisant. Ça peut être largement suffisant. Et souvent, ce qui se passe, si vous vous laissez aller simplement, alors soit vous méditez, hein, ça c'est l'heure idéale, vous avez des expériences extraordinaires d'une clarté à cette heure-là, c'est fabuleux. Soit vous méditez, et puis parfois on se rendort, hein, ou alors vous restez allongé comme ça, et en fait, ce qui se passe souvent, c'est que on s'endort pas vraiment, mais quand même, il y a un repos de la physiologie. Hein, la physiologie se repose, et s'il n'y a pas d'agacement, s'il n'y a pas d'énervement, ben, on peut rester dans cet état-là, et puis s'apaiser, s'apaiser. Puis si on est habitué à méditer, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va à l'intérieur, on descend à l'intérieur, puis ça devient de plus en plus doux, de plus en plus agréable, on est vraiment, hein, on descend dans les profondeurs de l'esprit, et on s'en va vers la source de la conscience. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on peut recommander. Sinon, après, si vous êtes en pleine forme, hein, puis que la journée se passe bien, ben, on se lève, hein, l'heure des moines, et puis on fait ce qu'on a à faire. Hein. C'est vraiment de savoir si c'est suffisant comme sommeil ou pas. C'est là la question. Hein. Est-ce que dans la journée, ça va ou pas? Hein. Qu'est-ce qu'implique un déséquilibre kapha sur Ojas? Qu'est-ce qu'implique un excès de kapha, surpoids, lenteur, etc., sur Ojas? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un excès de kapha. Un excès de kapha, ça bouche les canaux. Hein. Kapha, c'est structurant, hein. C'est les mucosités, c'est tous les liquides, tout ça. Et quand il y en a un excès, ça devient de plus en plus lent, de plus en plus dense et de plus en plus bloqué. Hein. Et forcément, la digestion va être moins bonne, le, comment dire, la production de gaz va être moindre. Et effectivement, regardez les gens qui ont beaucoup de café, souvent ben, ils sont enrhumés, ça va sur les bronches. Voilà, donc on sent que le système immunitaire a beaucoup de mal à fonctionner parce qu'il n'est pas, c'est pas assez fluide, ça circule pas suffisamment. Donc il faut réduire l'amas, augmenter le feu digestif et réduire l'amas. Hein.
qu'on a vu, hein, avec un peu de gingembre, un peu d'eau chaude, les épices, manger moins, manger peu le soir. On a vu tout ça, hein. Alors, toc, 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 toc. Alors, sur l'histoire du tapis, je crois qu'on a vu. Un tapis de remise à la terre pour nettoyer des ondes électromagnétiques. Ah oui, euh, oui, oui, je vois. Ben, ça s'est beaucoup fait autour de Marie-Chice, justement. Il y a des gens qui étaient spécialisés dans le fait de faire une mise à la terre. Ouais, je comprends. Ça. De faire une mise à la terre pour évacuer les ondes. Ouais. Oui, oui, c'est très bien. C'est très, très bien. Ça se fait sur les lampes. On met des sortes d'enfermer les lampes dans des cages et on les met à la terre. Ça se fait sur les prises. On peut le faire sur tous les appareils électriques. Ouais. Mm. J'ai fait un eczéma sur les seins qui part et revient. J'utilise l'huile de coco plus goutte huile essentielle de Ravinsara. Avez-vous une autre proposition? Là, faut regarder un peu en détail. Quand il y a un problème d'eczéma, ce qu'il faut savoir, c'est que problème d'eczéma égale problème de sang égale problème de foie égale en général problème digestif aussi à la base, hein. Donc là, il faut voir, faut remonter un petit peu tous les étages et puis faire un vrai travail de nettoyage, de purification. Euh, le symptomatique, le local, bon, ça peut aider, mais ça va pas régler le problème de fond, hein. Si il y a l'eczéma, c'est souvent le dernier stade du déséquilibre de là-bas. Le dernier stade. Souvent, des fois, ça passe par des problèmes de bronchite, voire des problèmes d'asthme, et puis ça finit en eczéma. Hein, donc, tout ce qui est problème de peau et de type eczéma, c'est vraiment, on a été loin. Donc, il faut vraiment revenir en arrière, retrouver de l'équilibre, nettoyer la physiologie et voilà, pour arriver à avoir un sang qui est équilibré et qui n'a pas besoin d'éliminer au niveau de la peau. Mm. Ben voilà, on a fait le tour des questions. Super, ben j'espère que cette séquence sur le jazz vous a plu, hein. Nous, on a beaucoup pris plaisir à faire ça dans tous les cas. Et, euh, et voilà. Donc, il nous reste encore deux cours, hein. Donc, le prochain, ce sera sur les tissus et sur Vikriti et Prakriti. Et il nous restera un dernier cours sur la synthèse un petit peu de tout ce cours.